Et je passe la parole à son porte-parole, Jean-Claude Degan. Merci Laurent. Je crois que c'est un moment rare, un peu émouvant, que d'assister à cette discussion avec nos amis parlementaires qui sont en train de construire la loi sur un sujet qui concerne une large part de nos territoires et qui plus est de façon transpartisane, qui est naturellement un gage pour avancer. Depuis 2018 et les Gilets jaunes, on sait dans ce pays que les mobilités du quotidien ont un saut important à franchir pour la décarbonation, pour la transition écologique, pour le droit à la mobilité de nos compatriotes, et que le compte n'y est pas. Et donc c'est bien de cela qu'on parle, trouver une voie pour avancer sur ce point clé et de la vie quotidienne de nos concitoyens et de la transition écologique. Alors moi je voudrais partager avec vous deux cartes. La première, c'est une carte d'Europe qui montre les réseaux RER tels qu'ils constellent la carte de l'Europe. Vous en avez une vingtaine en Allemagne, une dizaine en Italie, une quinzaine en Espagne, une quinzaine en Suisse. Le pays le plus réfractaire, c'était la Grande-Bretagne, et Londres s'est doté d'un RER, certes bien après Paris. Cette notion de réseau RER est sans doute consubstantielle d'un certain mode de vie européen. Alors, nous nous engageons dans cette direction au confluent de plusieurs politiques publiques. Le droit à la mobilité, la décongestion des villes, la réduction des émissions carbonées, la maîtrise de l'étalement urbain, de l'artificialisation des sols, le pouvoir d'achat de nos concitoyens, alors que les carburants sont devenus structurellement chers, et naturellement permettre à la filière des transports ferroviaires et des mobilités de franchir un seuil important dans son développement. C'est un moment rare. Mais osons le dire, l'enjeu qui est devant nous n'est pas facile. Et comme ça n'est pas facile, il nous faut rassembler. Ces projets périurbains, ferroviaires, ont connu des hauts et des bas dans notre pays. Il y a 25 ans, alors que la SNCF sortait d'une crise profonde, elle avait cru trouver une raison d'être dans la mise en place de ces projets. Et pendant plusieurs années, des équipes ont travaillé. 2 premiers projets ont été réalisés. Et à partir des années 2000, on a tourné le dos. On a oublié ce qu'on avait fait. Et 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, l'histoire repasse les plats. Et donc, cette fois-ci, il faut saisir l'occasion, il faut saisir l'opportunité. Et c'est pour cela que nous avons créé Objectif RER métropolitain, pour avancer tous ensemble, naturellement, nous le prouvons aujourd'hui, et pour amener les projets à bon port. Et pour cela, il y a une seule façon, c'est se mobiliser. Nous avons besoin de la mobilisation des territoires, des élus, qui portent au premier chef ces projets, mobilisation des métropoles, mobilisation des régions, mobilisation des villes de banlieue, les villes aisées, celles qui craignent le déclassement social, mobilisation des territoires ruraux qui fonctionnent bien souvent avec une métropole proche. J'allais dire mobilisation de la France des zones d'activité excentrées, mobilisation de la France des zones commerciales peu ou mal desservies. Les collectivités, mais la société dans son ensemble. Vous avez, Président, évoqué le riche tissu associatif de notre pays. Il faut que dans le monde des mobilités, où il existe déjà, il faut aller plus loin. Et moi, je suis tout à fait impressionné de voir le nombre de structures associatives,
fédératrices qui se créent autour des projets pour les mener à bien. Nous en avons quelques-unes dans la salle. Elles vont se reconnaître. Nous avons naturellement le besoin de débattre autour de ces projets. Le débat n'est pas du temps perdu. Le débat, c'est une façon de donner de l'élan au projet. Et si nous n'avons pas cet élan, eh bien, nous aurons des difficultés à les mettre en place. Et naturellement, nous avons besoin de la mobilisation des professionnels, des cheminots, des traminots, des ingénieurs, des experts, des constructeurs ferroviaires qui diffusent nos savoir-faire sur la planète depuis plus d'un demi-siècle. Mobilisation des exploitants à qui on demande un service irréprochable. Mobilisation naturellement des partenaires sociaux et y compris des entreprises qui financent une part importante de nos systèmes de transport. Alors maintenant, je voudrais effectivement peut-être présenter une deuxième carte, c'est celle des projets RER qui fleurissent sur notre territoire. Cette carte évolue, nous venons de la mettre à jour et on voit que notre territoire est largement couvert. Et l'une des grandes découvertes, c'est de s'apercevoir que les tâches territoriales qui représentent les zones desservies par ces projets, eh bien, elles s'étendent, hein, ce qui montre effectivement qu'on cherche des réponses de fond aux besoins des territoires et pas simplement des centres-villes ou des métropoles. Il y a une demande très forte pour ces projets. Donc maintenant, il faut y aller, comme vous le disiez, Président, avec des dessertes ferroviaires densifiées, avec un accompagnement intermodal systématique, les bus, les pôles d'échange, le vélo, naturellement. C'est aussi au-delà une démarche d'aménagement urbain revisité. Hein. On parle de villes de quart d'heure, on parle d'écoquartiers, naturellement, dans les gares qui vont voir leur desserte renforcée. On parle de développement territorial autour des axes et des pôles ferroviaires. Il y a quelques mois, Objectif RER métropolitain, nous avons voulu éclairer le débat en formulant une grille avec 12 critères pour décrire ces projets RER métropolitains. Grille qui peut se résumer en 3 idées, finalement. Une approche de volume, la systématisation de l'intermodalité et une gouvernance vertueuse. À la demande de mon voisin, nous avons la semaine dernière remis 10 propositions complémentaires pour alimenter la discussion du projet de loi. Ces propositions, que vous trouverez naturellement dans les actes de ce colloque, elles portent sur le contenu des projets. Oui, des sauts d'offres sont possibles. Et ils sont possibles quasiment partout. Hein. Étendons par exemple en journée, en soirée ou le week-end les services qui existent. Ça peut se faire sans infrastructure nouvelle majeure. Des sauts d'offres assez rapidement, naturellement, parce que l'attente de nos concitoyens est là. Il y a des projets d'ampleur. On voit venir des projets d'ampleur. Je pense qu'on aura tout à l'heure le sénateur Dersin qui nous parlera du projet du Grand Lille. Identifions ces quelques projets qui vont dimensionner l'ensemble de l'effort financier nécessaire. Hein, nous faisons du benchmarking, nous voyons bien en Allemagne, il y a quelques agglomérations où des opérations majeures ont dû être réalisées. On aura probablement quelque chose du même type. Et enfin, je pense que dans la vingtaine, les 25 projets qui sont en cours de maturation, aucun projet ne doit être d'emblée écarté dès lors qu'il correspond aux critères. Et puis naturellement, bien sûr, les questions de financement, ne pas écarter les projets, donc ne pas minimiser l'ampleur des enveloppes nécessaires, la planification pluriannuelle, tout ça est indispensable. Le débat, hein, je le disais vraiment, qui est un point cardinal pour donner de l'élan au projet. Je voudrais en conclusion partager 2 convictions. La première, elle est vis-à-vis des générations montantes. Ce que nous faisons ici est essentiel pour enclencher la planification écologique sur un sujet clé qui est à la fois au confluent de la responsabilité individuelle et de la responsabilité collective.
Mais je voudrais dire un mot aussi aux générations plus anciennes, la mienne, qui ont progressivement décentralisé notre pays depuis près d'un demi-siècle. Leur dire qu'avec les RER métropolitains, nous posons sans doute la clé de voûte physique et territoriale de cette grande œuvre de décentralisation que nous menons dans notre pays depuis 40 ans.